Bonsoir tout le monde. Je vous avais annoncé un dernier chapitre qui porterait sur le rapport entre la liberté ontologique et la liberté politique. Et donc avec l'auteur de ce soir, on va aborder cette question, mais pas seulement elle. On va aussi confirmer et compléter ce qui a déjà été dit, notamment avec Sartre et Castoriadis. Alors c'est un auteur assez inhabituel dans le champ philosophique, puisque Michel Bakounine est surtout connu comme activiste révolutionnaire, même s'il a aussi été un théoricien politique et, d'une manière moins connue mais tout à fait réelle, un théoricien philosophique. Donc d'origine russe et aristocratique, Bakounine a quitté sa famille et a rompu d'ailleurs progressivement avec elle, d'abord pour aller faire des études de philosophie à Berlin. À Berlin, il rencontre le cercle des jeunes hégéliens, les hégéliens de gauche, parmi lesquels notamment Bruno Bauer, il rencontre probablement Stirner, enfin bon, il est dans ce milieu. Et lorsque éclatent les révoltes de 48 ou les révolutions de 1848, il s'engage très ardemment, notamment à Paris, puis à Prague, et puis l'année suivante, il se retrouve à Dresde pendant l'insurrection, il y participe activement, se fait arrêter, condamné, déporté vers la Russie. Et puis, donc, en Russie, il est de nouveau condamné, emprisonné. Il va passer 8 ans en prison avant d'être transféré en Sibérie. Et en fin de Sibérie, il va pouvoir s'évader en passant par le Japon, les États-Unis et rejoindre l'Europe. Donc, il continue sa vie aventureuse. En raison donc, de ses engagements politiques, il est banni, interdit de séjour dans plusieurs pays d'Europe. Et finalement, il passera le reste de sa vie, surtout en Suisse et en Italie, cherchant inlassablement à fonder ou à rejoindre des associations qui préparent la révolution. On est dans une période d'ébullition révolutionnaire. Ce genre de société ne manque pas, aussi bien société secrète que société publique. Et d'ailleurs, il va entrer à la fin des années 60 dans l'Association internationale des travailleurs, donc connue aussi comme la première internationale. Et il y entre accompagné de plusieurs fédérations dites anti-autoritaires, parce que très vite vont se marquer deux tendances au sein de cette internationale. Une tendance autour de Marx qui est plus centralisatrice et qui vise à réaliser la révolution par tous les moyens, y compris en créant un parti qui brigue le pouvoir politique, le pouvoir de l'État, alors que du côté des fédérations qui se disent elles-mêmes anti-autoritaires, on refuse ces deux principes, donc, et le centralisme d'un comité central. Ils défendent l'indépendance de chaque fédération, et puis ils refusent absolument toute participation au pouvoir étatique. Bakounine va aussi participer à la Commune de Lyon en 1870, participer activement. Il se trouve dans la prise de la mairie de Lyon. Il se trouve, bon, en plus d'être très activiste sur le plan des écrits. Donc tous ces écrits pendant toutes ces années sont des écrits plutôt de circonstances, donc des études historiques pour montrer où en est la situation politique en Europe, des études des moyens qu'il faudrait développer pour avancer et des appels à l'insurrection, partout où il peut essayer de la fomenter. Donc ce sont des écrits assez peu philosophiques, sauf juste un petit peu après justement cette commune de Lyon, Bakounine est obligé de retourner clandestinement à Locarno, où il loge dans la maison qu'un ami italien lui prête. Et là, il commence à écrire son œuvre principale, ce qu'il présente comme son testament. Et cette œuvre principale s'appelle l'Empire knuto-germanique et la Révolution sociale. Empire knuto-germanique parce que, en fait, donc le knut russe, il le voit passer dans l'efficacité allemande et il attire l'attention sur le fait que, étant donné la victoire prussienne sur la France, en fait, maintenant, la Prusse est bien décidée à conquérir toute l'Europe et si on ne fait rien, on va avoir donc l'autorité, le despotisme allemand sur toute l'Europe. Et donc il met en garde contre ça et il dit le seul moyen d'y échapper, c'est de réaliser la révolution sociale. Donc pourquoi sociale et pas politique ? Parce que la révolution politique, il garde l'expression pour désigner un simple changement de gouvernement. Ce qu'il ne veut pas, puisque en fait, quel est son projet politique ?
il se présente comme socialiste révolutionnaire ou pendant les dernières années de sa vie comme anarchiste. Donc son projet politique, c'est la disparition de tout gouvernement, de tout État et l'auto-organisation des populations en libres associations qui couvrent tous les secteurs nécessaires de la société, donc qui accomplissent toutes les tâches et les activités nécessaires à la vie sociale. Voilà son projet. Vous voyez qu'au centre de ce projet se trouve la liberté. C'est le maximum de liberté politique et sociale qu'il essaye de réaliser concrètement. Et pourtant dans ses écrits plus philosophiques, qu'on va tout de suite aborder, il part d'un déterminisme extrêmement puissant et quasiment intégral. Alors on va devoir justement montrer à quel point il n'est pas intégral, mais à première vue il l'est, et donc on se demande où peut se loger une liberté politique, comment elle peut être compatible avec ce déterminisme, qui est à la fois naturel et social, et on se demande si, en fin de compte, ce ne serait pas une sorte de liberté politique telle que la prônaient les matérialistes du XVIIIe siècle, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait compatible avec un déterminisme social et éducatif intégral, mais où on aurait simplement une forme de société de fourmis bien dressées, où les structures politiques seraient effectivement ouvertes à tous, mais tous ne seraient en fait que le reflet de l'éducation sociale qu'ils ont reçue, et par conséquent, il n'y aurait pas une véritable liberté, celle que depuis le début on essaye de définir comme évidemment plus profonde que ça. Alors ces écrits philosophiques, quels sont-ils ? Dans cet empire knuto-germanique, le tout n'est pas justement un écrit philosophique. En fait, il commence plutôt par une orientation à la fois historique pour étudier la situation de manière très détaillée, en particulier la situation du prolétariat français et du prolétariat allemand, et puis une proposition politique, bien sûr, et c'est seulement dans deux très longues digressions, des digressions qui deviennent de plus en plus longues au fur et à mesure qu'il avance, qu'il développe une pensée philosophique tout à fait originale. Ces deux digressions, l'une, il va la reporter sous forme d'appendice quand il publie une première partie de son œuvre en 1871, donc il reporte toute cette digression pour servir d'appendice à la fin de son ouvrage, et il l'appelle « Considération philosophique sur le fantôme divin, le monde réel et l'homme ». Mais il ne pourra jamais la publier, parce qu'en fait, il ne va jamais arriver à la fin de cette œuvre, et donc seule la première partie sera publiée de son vivant. Le reste sera publié beaucoup plus tard par des jeunes, des disciples, ou militants aussi, mais plus jeunes que lui. Alors une deuxième partie, quand il reprend son manuscrit pour le poursuivre et viser une deuxième édition, il commence donc une deuxième digression qui s'appelle « Sophisme historique de l'école doctrinaire des communistes allemands ». Et en fait, le contenu de cette digression n'est pas du tout fidèle à son titre, de nouveau, parce que comme il commence par faire un examen du programme des communistes allemands, donc du programme marxiste, il se situe extrêmement en proximité, très forte par rapport à ce programme, mais il essaie de s'en distinguer sur un point précis, c'est à propos justement du déterminisme historique. Il dit que les communistes, les marxistes ont pour principe, un principe très juste qu'il approuve, qui est que les faits économiques sont les fondements de tous les autres faits de la société. Donc vous connaissez la distinction, disons dite vulgairement, infrastructure, superstructure. Et il dit que c'est un principe exact à condition qu'on le prenne de manière relative et non absolue. Et on se demande, on aimerait bien savoir ce qu'il entend par prendre ce principe de manière relative. Eh bien, on ne le saura jamais parce qu'il n'arrive jamais à le développer. Ce chapitre, les sophismes historiques, est inachevé lui aussi. Et tout de suite après avoir fait cette introduction, où il se propose de parler de la théorie historique de Marx, aussitôt il part sur une digression qui est la distinction entre le matérialisme et l'idéalisme. Alors, ça lui tient beaucoup à cœur, il se dit matérialiste, tout à fait comme la tendance marxiste. Et qu'est-ce que c'est que cet idéalisme sur lequel il va passer tout de même 200 pages manuscrites, il va passer 200 pages manuscrites consacrées à cette digression.
Alors, qu'est-ce que c'est cet idéalisme? Il faut savoir que donc, c'est sa cible principale aussi dans les considérations philosophiques, avec comme deuxième cible principale le christianisme. Alors, la religion en général, mais la théologie chrétienne en particulier. Et l'idéalisme qu'il constate à son époque est, selon lui, simplement un masque ou une sorte d'avatar, de dérivation, de dérivé, disons, rationaliste, qui se présente sous une forme rationaliste, mais avec les mêmes présupposés et les mêmes conséquences. Donc il va attaquer ces deux cibles et opposer notamment l'idéalisme au matérialisme en disant que l'idéalisme commence par poser tout ce qui est beau, grand et bon dans l'homme dans une nature supranaturelle, dans une faculté ou une partie de l'homme qui justement n'est pas strictement naturelle, mais est d'origine divine ou en tout cas d'une manière ou d'une autre est transcendante. Et par conséquent, dit-il, ce qui est proprement humain, d'après l'idéalisme, est rejeté dans une déchéance. Parce que justement, on en a séparé tout ce qui était le meilleur. Il ne reste plus de naturel dans l'humain que le pire, le plus mauvais. Donc il dit qu'en commençant par le plus élevé, l'idéalisme, dans ses conséquences concrètes, est en fait une considération de l'homme la plus basse. Au contraire, le matérialisme part de la nature de l'homme ancré dans la nature en général, part donc des productions générales de la matière, et en acceptant tout à fait cette tendance naturelle, cette appartenance de l'homme à la nature, il lui permet de s'élever progressivement et de gagner progressivement sa dignité d'homme, de telle manière que ses conséquences concrètes sont véritablement idéales au sens concret, alors que l'idéalisme aboutissait à des conséquences, au contraire, extrêmement matérialistes, au sens courant du terme. Peut-être qu'en raison de ce contexte intellectuel où l'idéalisme philosophique est encore très fort, donc c'est l'idéalisme kantien bien sûr, c'est l'idéalisme de Fichte, dont vous aurez un aperçu la semaine prochaine avec Sarah, et c'est un petit peu moins Hegel. Il dit que Hegel est très ambigu sur beaucoup de questions et donc il ne l'attaque pas frontalement. Mais donc étant donné que c'est cet idéalisme qui règne tout de même sur les esprits encore à son époque, il a peut-être un peu forcé le trait du déterminisme, et certains passages nous faisant vraiment penser qu'il n'y a pas du tout de liberté chez lui. Il faut dire qu'il évacue complètement la liberté sur la forme du libre arbitre, puisqu'il la relie à la théologie chrétienne, il a avec raison. Il dit que c'est inconcevable sans l'immortalité de l'âme et finalement sans l'hypothèse d'un Dieu. Donc il la refuse tout à fait, donc comme faculté, qui serait vraiment une sorte de faculté tombant du ciel dans l'homme, mais en désaccord avec tout le reste de la constitution humaine. Et il rejette aussi la théorie de la liberté kantienne, donc cette fondation de la liberté sur une loi morale qui, elle aussi, est un refus total de toutes les tendances naturelles dans l'homme. On l'a vu qu'effectivement, c'est cette opposition qui caractérise la liberté kantienne. Donc, où y a-t-il une liberté chez lui? C'est justement ce qu'on va voir. Ce sera précisément dans le fait qu'au sein de toute la nature va émerger progressivement, et grâce à l'histoire sociale, des facultés proprement humaines qui vont amener à un autre type de rapport avec la nature et de rapport avec soi-même qui finalement va déboucher sur la liberté. Donc c'est tout un mouvement que on va pouvoir d'ailleurs appeler dialectique, qui est tout à fait le mouvement dialectique hegelien. Je signale encore à propos du déterminisme très accentué, le petit opuscule L'instruction intégrale que Bakounine fait paraître en 4 parties dans un journal à Genève en 1869, et donc qui là aussi établit le fait que il faut considérer que tous les hommes à leur naissance ont des qualités et des défauts plus ou moins équivalents, non pas identiques, mais qui se compensent
plus ou moins les uns les autres, de telle façon que tout le monde est à peu près équivalent, et que donc les énormes différences que l'on constate à l'âge adulte en termes de capacité ou d'intelligence sont dues uniquement au milieu social, à l'instruction et à l'éducation dont on a pu ou non bénéficier. Donc il consacre énormément d'importance à cette éducation et à cette instruction, et c'est pourquoi il propose une instruction intégrale. Donc son plan pour l'instruction, ça serait que tous les enfants des deux sexes, pour l'époque c'est avancé, tous les enfants des deux sexes doivent recevoir la même instruction générale qui soit vraiment complète, donc à la fois intellectuelle, théorique, scientifique, et professionnelle au sens donc de technique et manuelle, à la fois générale et donnant assez d'aperçus de chaque discipline particulière pour que les enfants puissent eux-mêmes, ou les adolescents, puissent eux-mêmes choisir dans quelle profession ils vont se réaliser le mieux, donc en leur laissant totalement le choix. Donc ça, c'est sa proposition d'instruction intégrale. Mais ce qui est important, c'est que dans cet ouvrage, il considère qu'il n'y a pas de responsabilité ni intellectuelle ni morale de personne, parce que tout est fait, tout est donné par le milieu. Et donc il va jusqu'à dire que les grandes âmes qui veulent instruire le peuple, certes, sont tout à fait à encourager, mais sauf qu'elles se trompent de priorité en pensant que, en instruisant le peuple, il va pouvoir s'émanciper et donc éventuellement se révolter. Il pense que c'est le contraire. Un peuple qui est à ce point abruti par le travail, à ce point épuisé par le travail, n'a ni le temps ni l'énergie à consacrer à son instruction. Et par conséquent, il faut d'abord l'émanciper économiquement, et puis seulement, il pourra de lui-même aller chercher l'instruction à laquelle il aspire quand il en aura le temps et l'énergie. Donc on a l'impression d'un déterminisme tel qu'on ne voit pas comment sortir du cercle vicieux. Comment sortir du cercle vicieux si les travailleurs sont tellement abrutis, épuisés, ignorants, accablés par la religion en plus, enfin maintenus dans l'ignorance par la religion. Donc ils sont tellement limités, comment est-ce qu'on va pouvoir modifier les conditions sociales, puisque pour ça il faudrait déjà qu'il y ait des individus qui s'en soient dégagés. Mais comment est-ce qu'ils pourraient s'en dégager si ils ne sont que le reflet de la formation qu'ils ont eux-mêmes reçue de cette même société? Donc on voit le cercle vicieux quand on considère que tout ce qui constitue un individu lui vient de sa société. Donc il y a là déjà quelque chose, on sent déjà qu'il y a une objection contre un strict déterminisme social, parce qu'on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a une évolution historique, il y a une progression, puisque l'histoire ne se répète pas exactement, surtout dans notre société d'ailleurs. Donc il faut bien que chaque individu apporte un petit peu plus que ce qu'il a reçu, ou si ce n'est pas chaque individu, en tout cas certains d'entre eux. Bon, donc c'est effectivement la théorie qui va finir par développer. D'abord, donc, dans l'appendice considération philosophique, il commence par exprimer son système du monde. Et c'est un système du monde qu'on a déjà vu chez d'autres philosophes matérialistes et déterministes, un système entièrement nécessitariste et causaliste. On a une seule causalité universelle qui est la résultante ou la combinaison de toutes les causalités particulières de toutes les choses existantes qui n'arrêtent pas d'interagir et de réagir les unes avec les autres. Donc chacune a une certaine force et exerce un certain effet sur toutes les autres, de telle façon qu'il n'y a pas, en fait, toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, mais il y a une multiplicité de petites causes qui agissent simplement en vertu d'une nature universelle. Et ce sont les êtres humains, avec leur capacité d'abstraction, qui reconnaissent dans toutes ces causes singulières des grandes règles générales qu'ils appellent des lois de la nature. Donc effectivement, il dit qu'on peut parfaitement construire une science sur ce type d'abstraction, mais tout en sachant que chaque cas particulier est d'une certaine manière irréductible à la généralité. Donc c'est une limite de la science qu'elle ne peut saisir que le général et le singulier lui échappe. Il n'empêche que c'est un esprit très scientifique, donc il développe, il montre à quel point la science a pu progresser pendant son siècle, et notamment il se fonde
assez bien. Donc d'une part, il se fonde sur les matérialistes du XVIIIe, donc pour tout ce qui est justement ce mouvement unique, ce monisme de la transformation dynamique de la matière, tout étant donc réduit à des productions de la matière, mais il se fonde aussi beaucoup sur le positivisme scientifique d'Auguste Comte, qu'il cite d'ailleurs, dont il cite des extraits, et dont il adopte la définition du champ de la science et de la méthode scientifique, mais il lui reproche seulement, mais très vertement, deux choses. Alors une chose, c'est que ce positivisme ne se dit jamais athée, ne se dit jamais franchement athée, alors que c'est la conséquence logique de tout son esprit scientifique. Forcément, ce système ne peut pas être compatible avec une création divine. Et d'autre part, Bakounine lui reproche aussi de laisser libre, à côté du champ de la science, un champ où peut s'exercer la foi, ou la théologie, ou la métaphysique. Donc, on rejette du côté d'une certaine spéculation ou d'une foi, ce qui n'entre pas strictement dans une science assez étroitement définie. Et ça, Bakounine le lui reproche parce qu'il dit que, du coup, c'est aussi une manière de dire il y a d'un côté les savants, ceux qui s'inscrivent dans ce champ scientifique, et c'est à ceux-là qu'on doit confier aussi les rênes de la société, et puis il y a à côté d'eux ceux à qui on va laisser juste le champ de la religion, et c'est un système qui est profondément inégalitaire, qui poursuit la hiérarchie sociale en ne prévoyant pas que l'ensemble de la population puisse accéder à cette science. Donc on maintient une religion pour le peuple, auquel les savants ne croient absolument plus, mais ils ne le disent pas trop fort, parce que, d'après Bakounine, c'est vraiment une volonté de maintenir le reste de la population dans l'ignorance, parce que l'ignorance amène l'obéissance. Donc voilà son rapport avec le positivisme de son époque. Alors, dans cet univers régi par cette causalité nécessaire et unique, il y a une continuité complète entre l'évolution physico-chimique, donc l'évolution minérale, géologique, toute la formation des planètes, donc toute l'évolution, disons, de la matière inerte, et puis l'évolution du vivant. Donc il y a une continuité, on retrouve les mêmes lois, les mêmes types de forces qui régissent les productions, et aussi toujours la même continuité avec les développements sociaux. Donc les sociétés ne sont que des prolongations, que des prolongements de la vie animale, de la vie biologique. Là aussi, il peut se reposer sur le positivisme et sur le développement des sciences sociales pour les rapprocher à ce point des sciences de la nature. Mais cette connaissance scientifique et cette continuité entre la nature et la société, c'est ça qui va lui permettre donc de montrer comment, dans le mouvement animal, se fait progressivement une hominisation, un passage à l'hominisation, par une différence de degré et non pas de nature entre les facultés humaines par rapport aux facultés animales. Tous les animaux, dit-il, ont un certain degré d'intelligence et de volonté. Alors, il en veut pour preuve de l'intelligence d'abord, le fait que tous ont une certaine compréhension de leur environnement, en tout cas de ce qui est nécessaire à leur survie dans leur environnement, sinon ils ne survivraient pas. Et tous, alors là il a tort de dire tous, mais je pense que c'est un peu par rapidité, certains en tout cas et les plus proches de nous, montrent une certaine volonté parce qu'ils éduquent leurs petits. Ils les éduquent et les empêchent de céder à leur spontanéité, à leurs mouvements les plus spontanés, dans certains cas, qui seraient dangereux pour eux. Donc ils leur apprennent quelque chose, ils leur transmettent une certaine maîtrise d'eux-mêmes, une certaine maîtrise de leurs tendances les plus spontanées. Et ça, pour Bakounine, c'est déjà un embryon, un germe de volonté. C'est déjà une manière de se contrôler soi-même, d'avoir de l'emprise sur soi-même. Donc ça, on le trouve déjà à l'état animal. Et il dit que c'est vraiment un axiome pour lui que tout ce qu'on trouve dans l'humain doit se trouver en germe chez les autres animaux. C'est un axiome, mais on ne peut le comprendre de nouveau grâce à sa formation hégélienne. Il est quand même très formé, très imprégné de cette philosophie, puisque chez Hegel aussi, dans les conditions de départ, se trouve déjà d'une certaine manière tout le déploiement qui va s'en suivre,
quoique d'une manière encore seulement potentielle et non pas réalisée. Donc il faut que tout ça effectivement se réalise. Donc c'est ce qui va se passer, et c'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de mouvement dialectique, d'abord entre l'animalité et l'humanité, parce que la nature animale est comme un premier moment de l'intérieur duquel va surgir une négation. Il utilise bien la notion de négation, qui est importante, qui est hegelienne et sans laquelle on ne peut pas comprendre ce mouvement. Une négation donc de l'intérieur qui fait que, tout en conservant son animalité, l'humain va pouvoir en faire quelque chose de nouveau, en nier un aspect pour imposer un autre aspect, pour créer un autre aspect qui sera le proprement humain. Et ensuite, on verra qu'un autre mouvement va produire une autre faculté émergente. Et bon, mais j'y viens plus tard parce que ce sera vraiment, alors là, la question, vraiment la démonstration de la liberté. Cependant, sa vision du développement historique n'est pas une vision tout à fait d'un progrès linéaire et constant. Certes, il pense que l'histoire est en progrès, et d'ailleurs c'est pas difficile à voir, parce que puisqu'il remonte à l'hominisation, il voit bien toute l'histoire, toute la préhistoire d'abord, et puis l'histoire progressive des développements dans tous les domaines, pas seulement techniques et économiques, mais surtout, il s'intéresse surtout au développement intellectuel et moral. Et donc il voit bien qu'il y a un progrès et que ce progrès n'est pas linéaire. Il y a aussi des très grandes régressions dans l'histoire, et là il enfourche encore son cheval de bataille anti-chrétien en disant que le christianisme a été un énorme facteur de régression dans l'histoire. Régression du point de vue de la raison, par rapport à la civilisation grecque, on recule sur le pouvoir de la raison et on avance des choses complètement absurdes, des dogmes complètement absurdes. Et aussi une régression du point de vue social et politique, parce qu'on fait renoncer à une amélioration des conditions dans ce monde, sur Terre, dans la vie terrestre, au profit d'une fiction de vie future ou de vie éternelle. Donc c'est une très grande régression. Donc tout ça pour dire que son histoire est peut-être bien, quoique, on va revenir dessus, un processus nécessaire et naturel, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est un progrès constant. Il y a deux facultés tout à fait essentielles qui sont apparues avec l'hominisation, qui caractérisent cette hominisation. C'est la faculté de penser et c'est la faculté de révolte. Pour ce qui concerne la faculté de penser, donc on a déjà vu qu'elle était surtout basée sur l'abstraction, et cette abstraction va mener progressivement à la conscience de soi réflexive. Conscience de soi réflexive, donc qui est un moment vraiment très très important du passage à l'humanité. Et donc je vous propose de lire le premier texte qui montre ce premier passage entre une condition simplement animale et une condition proprement humaine. Grâce à cette puissance d'abstraction, l'homme, en s'élevant au-dessus de la pression immédiate que les objets extérieurs exercent sur l'individu, peut les comparer les uns avec les autres et observer leur rapport mutuel. Voilà le commencement de l'analyse et de la science expérimentale. Grâce à cette même faculté d'abstraction, l'homme se dédouble pour ainsi dire, et se séparant de lui-même en lui-même, donc vous voyez, ça c'est le mouvement réflexif, un homme se dédouble, il se prend lui-même pour objet, il se sépare de lui, il prend une distance par rapport à ce qu'il est, et donc par conséquent, il peut se connaître lui-même et par là même orienter ce qu'il est. Cette condition de réflexivité, de recul par rapport à soi-même est absolument indispensable si on veut agir sur soi-même. Donc, en se séparant de lui-même en lui-même, il s'élève en quelque sorte au-dessus de ses propres mouvements intérieurs, au-dessus des sensations qu'il éprouve, des instincts, des appétits, des désirs qui s'éveillent en lui, aussi bien que des tendances affectives qu'il ressent, ce qui lui donne la possibilité de les comparer entre eux, de même qu'il compare les objets et les mouvements extérieurs, et de prendre parti pour les uns contre les autres. Donc ici, on voit donc cette possibilité de choisir. Il y a ici l'introduction d'une possibilité de choix entre différentes attitudes, différents comportements, et donc on voit un début de ce que nous avons déjà rencontré comme forme de liberté, un début de forme de liberté qui est le choix entre les tendances qu'on va suivre.
Mais on a l'impression immédiatement après que ce début de liberté est absorbé par le déterminisme social. En effet, il poursuit en disant cette prise de parti se fait selon l'idéal de justice et de bien ou selon la passion dominante que l'influence de la société et des circonstances particulières ont développé et fortifié en lui. Donc on voit en fait qu'on passe d'un déterminisme naturel à un déterminisme social. Et on n'a pas eu l'impression que la libération est achevée et complète. Cette puissance de prendre parti en faveur d'un ou de plusieurs moteurs qui agissent en lui dans un sens déterminé, contre d'autres moteurs également intérieurs et déterminés, s'appelle la volonté. Donc, c'est une première étape. Volonté au sens, disons, assez courant, qu'on a déjà rencontré aussi, de la décision de se maîtriser, de contrôler certaines tendances pour orienter son comportement dans un sens volontaire. Donc c'est dans ce sens qu'on a vu chez Aristote, et qui est assez courant. Et donc, ce qui va être prépondérant pour dépasser le second déterminisme, le social, c'est la faculté de révolte. C'est la deuxième faculté qui est proposée. Parce que jusqu'ici, on a vu tout l'intérêt de la faculté théorique, de pensée, d'abstraction, de conscience de soi. Mais maintenant, il faut donner tout son sens à la faculté de révolte. Avant d'y arriver, cependant, je voudrais examiner un petit peu plus en détail la manière dont se fait l'avènement historico-social de la liberté. Donc comment ça se passe dans l'histoire et préciser encore davantage pourquoi ce développement est tellement lent. En effet, donc c'est comme ça qu'il introduit cette question, c'est en disant on peut s'étonner de l'état déplorable dans lequel on observe l'humanité encore à l'heure actuelle. Une humanité qui est encore largement incapable de penser par elle-même, incapable de choisir elle-même sa propre vie, et une petite partie en écrasant totalement une autre. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Alors pourquoi une avancée aussi lente alors que les facultés sont là? C'est ça la question. On a toutes les facultés potentielles dans chaque individu et pourtant ça se réalise de manière tellement lente. Donc pourquoi? C'est le deuxième texte. Donc ce texte, il est issu de les sophismes historiques de l'école doctrinaire des communistes allemands et plus particulièrement d'une longue note qui se trouve numérotée 41, mais qui en fait est une note tout à la fin de la rédaction inachevée de ce chapitre. Elle commence tout à la fin et puis elle se poursuit sur une 50aine de pages. Donc vous voyez, cette œuvre est un fouillis très difficile à structurer. Donc cette note d'une 50aine de feuillets a été publiée sous le titre Dieu et l'État en 1895 dans les œuvres complètes de Bakounine, donc la première édition de toutes ces œuvres. Et c'est encore plus compliqué parce que ce même titre Dieu et l'État a été utilisé pour un autre ouvrage publié séparément du tout et qui reprend à peu près l'ensemble du chapitre sur les sophismes historiques. Donc en fait, il y a deux Dieu et l'État chez Bakounine. Le plus connu est celui-ci, donc publié en 82 par Élisée Reclus et qui reprend presque l'ensemble de ce chapitre, mais sans cette note 41. Et le moins connu est celui qui reprend uniquement cette note 41. Donc en fait, il serait temps qu'on donne une bonne édition de l'ensemble des œuvres philosophiques de Bakounine. C'est pas encore le cas, mais il serait temps, quoi. Parce que c'est justement dans cette note 41 qui peut facilement échapper en fait à l'attention que se trouvent les indications les plus précises sur les conditions ontologiques de la liberté, donc précisément ce que nous cherchons. Donc, ce deuxième texte est issu de cette partie. Partie de l'état de Gori. L'homme n'arrive que très difficilement à la conscience de son humanité et à la réalisation de sa liberté. D'abord, il ne peut avoir ni cette conscience, ni cette liberté. Il naît bête féroce et esclave. Donc, comme il l'avait dit au départ, nous sommes des matérialistes. Nous pensons qu'il n'y a absolument aucune étincelle divine ni surnaturelle dans l'homme. Et donc, en fait, au départ, c'est une bête. Et il ne s'humanise et ne s'émancipe progressivement qu'au sein de la société qui est nécessairement antérieure à la naissance de sa pensée, de sa parole et de sa volonté. Et notez bien que cette antériorité, elle est vraie à la fois pour l'apparition
de l'humanité comme espèce, l'apparition progressive, donc une première fois dans l'évolution, et elle est vraie aussi pour chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu, avant d'avoir une pensée, une parole et une volonté, est déjà un être social. C'est parce qu'il naît dans la société qu'il peut acquérir pensée, parole et volonté. Donc c'est toujours vrai, cette idée. Et avant que les humains soient des humains, ils étaient déjà sociaux. Ce qu'on peut évidemment constater chez les grands singes. Et il ne peut le faire que par les efforts collectifs de tous les membres passés et présents de cette société, qui est par conséquent la base et le point de départ naturel de son humaine existence. Il en résulte que l'homme ne réalise sa liberté individuelle ou bien sa personnalité qu'en se complétant de tous les individus qui l'entourent et seulement grâce au travail et à la puissance collective de la société. Le travail est absolument central chez Bakounine comme toute première condition de l'émancipation humaine. Alors ça, c'est déjà chez Hegel, c'est aussi chez Marx, c'est cette idée que l'homme s'affranchit d'abord de la nécessité naturelle par le travail, parce qu'en labourant et en ne chassant plus seulement, il peut conserver des surplus, il peut se faire des réserves, ou bien pour les hivers, ou bien pour les périodes où les conditions climatiques sont mauvaises, ou bien pour toute autre catastrophe naturelle, et donc il devient beaucoup moins esclave de la nature. Par son travail, il est moins esclave de la nature. D'autre part, par son travail, il peut aussi utiliser les puissances de la nature à son profit. Il peut utiliser la puissance du vent, il peut utiliser la puissance de l'eau, donc il peut utiliser la nature, et tout ça c'est par le travail. Donc la toute première transformation de la nature qui émancipe l'homme, c'est le travail. Et ce travail est nécessairement collectif. Et non seulement collectif, mais aussi cumulatif. C'est parce que les générations ont cumulé des avancées dans la facilitation de ce travail que les générations suivantes bénéficient de tout ce que les autres ont produit. Donc il faut bien se dire qu'un individu est infiniment redevable à toute l'humanité qui l'a précédé. C'est grâce à toute l'humanité qui l'a précédé qu'il peut maintenant apprendre aussi vite ce qui a été acquis et qu'il peut se développer aussi rapidement grâce à tout ce que les autres ont acquis pour lui. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour lui, donc aussi bien pour nos contemporains, aussi bien vis-à-vis de nos contemporains lorsque nous naissons, que de tous ceux qui ont précédé. Donc société en dehors de laquelle, de toutes les bêtes féroces qui existent sur la terre, il resterait sans doute toujours la plus stupide et la plus misérable. Dans le système des matérialistes, qui est le seul naturel et logique, la société, loin d'amoindrir et de limiter, crée au contraire la liberté des individus humains. Donc vous voyez, la revendication est très forte. On va bien vers une liberté. Elle est la racine, l'arbre, la société. C'est la racine, l'arbre, et la liberté est son fruit. Par conséquent, à chaque époque, l'homme doit chercher sa liberté, non au début, mais à la fin de l'histoire. Et l'on peut dire que l'émancipation réelle et complète de chaque individu humain est le vrai, le grand but, la fin suprême de l'histoire. Voyez bien qu'il s'agit de l'émancipation individuelle. Or, jusqu'ici, nous n'avons pas encore assisté à l'émancipation individuelle. Nous avons vu une certaine hominisation, donc une émancipation de l'espèce et une progression historique, mais pas encore une émancipation individuelle. Pour le moment, l'individu a l'air d'être façonné, totalement façonné par son environnement social. Dans la suite de ce texte, Bakounine insiste sur le contraste entre ce développement progressif de l'émancipation qui doit mener donc historiquement à un stade où l'émancipation sera terminée. Alors notez bien quand même que l'expression fin de l'histoire doit surtout être comprise au sens de le but de l'histoire, la destination de l'histoire, l'orientation qu'elle prend, le sens qu'elle a, beaucoup plus qu'au sens d'un arrêt au bout duquel tout serait terminé, il n'y aurait plus aucun changement. Donc en fait, on voit bien que dans la manière dont Bakounine présente la société pour laquelle il se bat, la société anarchiste, cette auto-organisation nécessiterait constamment des nouveaux ajustements, des nouvelles créations, des nouvelles résolutions de conflits ou des nouvelles résolutions de problèmes. Et donc, c'est pas du tout qu'il y aurait un moment où l'histoire s'arrêterait parce que plus rien n'aurait besoin de se passer. C'est pas dans ce sens-là. Ce serait vraiment une erreur de le comprendre comme ça.
Donc il établit le contraste entre ce développement progressiste et la conception qu'il appelle à la fois libérale et idéaliste de la liberté. Conception idéaliste qui est celle comme on l'a déjà vu tout à l'heure, qui est celle d'une liberté qui appartient d'abord de manière naturelle ou divine à l'individu en tant qu'individu. Donc un individu isolé serait déjà d'emblée, par nature ou grâce à une faculté divine, serait d'emblée par lui-même libre. C'est le cas de l'individu kantien, est libre par sa loi morale. Mais en fait, Bakounine renvoie pour cette théorie à Rousseau. Et c'est le Rousseau du traité sur l'origine, de la dissertation sur l'origine des inégalités parmi les hommes, où il développe cette thèse de l'homme qui est d'abord isolé à l'état de nature, l'homme à l'état de nature isolé et libre, parfaitement libre. Et lorsqu'il passe à l'état social, non seulement il perd une grande partie de sa liberté, mais en plus il déchoit vraiment, puisque c'est le début de tous les vices, comme on sait, comme tout ce que développe Rousseau. C'est pas le Rousseau du contrat social. Il y a évidemment là un contraste dans l'œuvre de Rousseau elle-même. Donc dans cette théorie-là, l'entrée de l'individu dans la société est plutôt une déchéance pour lui et une perte de sa liberté. Bakounine rapproche cette théorie de la théorie libérale qui s'exprime dans l'adage bien connu « la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres ». Parce que là aussi, il s'agit de restreindre sa liberté à cause de la société. Donc c'est parce que l'individu est confronté aux autres qu'il est obligé de limiter sa liberté, comme si, s'il était seul, elle serait infinie et elle n'est limitée que par les autres. Donc c'est bien l'opposé de la conception bakouninienne de la liberté. Et cette théorie libérale, on pourrait dire qu'elle n'est pas en fait proche d'une théorie idéaliste, parce qu'elle pourrait aussi bien être utilitariste. On a vu par exemple chez les utilitaristes du XVIIIe siècle une conception très proche de la liberté et de la socialité. Donc la socialité, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est la manière la plus utile pour l'individu d'assurer la garantie de tout ce dont il a besoin. Donc c'est un calcul d'intérêt bien compris pour l'individu d'interagir le mieux possible avec ses semblables. Donc cette conception libérale de la liberté est parfaitement compatible avec un utilitarisme, elle n'a pas besoin, donc matérialiste, elle n'a pas besoin d'être nécessairement idéaliste. Bon, enfin, Bakounine les rapproche, et notez bien aussi qu'il ne fait en revanche aucune allusion au contrat social, il ne parle ni du contrat social à la Rousseau, ni non plus du contrat social libéral qu'a développé Hobbes. Je vous rappelle que le libéralisme politique est surtout fondé sur cette idée développée par Hobbes que si l'homme établit un contrat social, c'est parce que sans une règle centralisée et absolue, il est un loup pour l'homme et donc l'espèce va disparaître par tendance à l'autodestruction, tellement les individus sont destructeurs les uns vis-à-vis des autres. Donc là, on n'est pas du tout dans un système idéaliste, là, c'est le contraire, on part d'une vision de l'homme extrêmement pessimiste et négative, et puis on dit c'est le contrat social qui sauve l'espèce humaine, parce que l'individu accepte de renoncer à sa liberté pour se mettre sous l'autorité absolue d'un monarque, et par là, pour assurer sa simple survie. Donc, cette théorie du contrat social n'est pas ce que vise Bakounine, parce que c'est pas une vision idéaliste de l'homme. Lui, ce qu'il vise surtout, c'est d'une part cette vision idéaliste, comme si l'individu était en lui-même libre et que la société détruisait sa liberté, ou bien l'adage, disons, populaire, vulgaire du libéralisme, qui est « ma liberté s'arrête où commence celle des autres », qui est surtout, en fait, d'utilité juridique, qui est surtout une sorte de limitation juridique. Et il y a deux raisons pour lesquelles il refuse cet adage. Alors d'abord, une raison assez pratique,
qui est que le champ des possibles, le champ d'exercice de la liberté s'en trouve extrêmement restreint. On a l'impression qu'en définissant la liberté comme la tranquillité de chacun, à l'abri des assauts que peuvent lui porter les autres, c'est une définition très pauvre de la liberté. Ainsi, la liberté, c'est juste cette protection, c'est juste cette tranquillité. Elle n'encourage pas du tout à dépasser la stagnation dans la simple satisfaction de ses besoins primaires. Au contraire, Bakounine voit dans la liberté la condition de toute action, de tout progrès, de toute avancée, de toute dignité humaine. Donc en fait, il lui donne un rôle tout à fait exaltant et qui n'a rien à voir avec cette petitesse qu'on trouve dans l'adage libéral. Alors une autre raison, plus importante sans doute, nous oriente progressivement vers la notion de condition ontologique que nous cherchons. C'est que, en disant qu'au contraire, l'individu ne peut devenir libre que dans et par la société, Bakounine en arrive à montrer qu'il y a une condition pour chacun d'être convaincu de sa propre humanité, c'est-à-dire de sa propre liberté, dans la reconnaissance qu'il reçoit par l'intermédiaire des autres. Donc là, la liberté a besoin de cette résonance, la liberté de chacun a besoin d'une résonance dans la liberté des autres. Sinon, il ne serait pas certain de la sienne propre. Et donc c'est le très très beau texte que vous avez juste après. Très très beau texte, donc toujours dans la suite des sophismes historiques. Être libre, pour l'homme, signifie être reconnu et considéré et traité comme tel par un autre homme, par tous les hommes qui l'entourent. Je ne puis me dire et me sentir libre seulement qu'en présence et vis-à-vis d'autres hommes. En présence d'un animal d'une espèce inférieure, je ne suis ni libre ni homme, parce que cet animal est incapable de concevoir et par conséquent aussi de reconnaître mon humanité. Je ne suis humain et libre moi-même qu'autant que je reconnais la liberté et l'humanité de tous les hommes qui m'entourent. Ce n'est qu'en respectant leur caractère humain que je respecte le mien propre. Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m'entourent, hommes et femmes, sont également libres. La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou la négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens libre vraiment que par la liberté d'autres, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, et plus profonde et plus large est leur liberté, et plus étendue, plus profonde et plus large devient ma liberté. C'est au contraire l'esclavage des hommes qui pose une barrière à ma liberté, ou, ce qui revient au même, c'est leur bestialité qui est une négation de mon humanité. Parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma dignité d'homme, mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchis par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmés par l'assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle, ainsi confirmée par la liberté de tout le monde, s'étend à l'infini. Donc c'est un superbe texte, comme vous voyez bien, qui retourne complètement évidemment la théorie de la limitation de la liberté par celle des autres. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'on voit maintenant comme ancrage ontologique ici? On voit que pour qu'un individu se sente libre, il faut qu'il se reconnaisse comme possédant la liberté dans son être même, comme possédant la liberté comme une propriété de sa nature d'homme. Et pour qu'il ait cette conviction, il faut qu'il soit reconnu par tous les autres humains comme étant véritablement un homme, et donc pas comme un humain dégradé. Il ne faut pas qu'il soit réduit au statut de bête, d'animal, comme le sont les esclaves. Donc il faut qu'il soit reconnu dans toute l'étendue de sa dignité humaine, et alors seulement il saura qu'il est libre. Et pour ça, il faut que personne ne doute autour de lui qu'il est un humain, et que lui-même ne doute pas non plus que les autres soient des humains, et donc soit libre en tant qu'humain, ontologiquement libre, parce que c'est dans l'être de l'homme. Si un autre homme est réduit à l'état de bête ou d'esclave, l'individu peut douter que l'être de l'homme soit la liberté. Il peut en douter parce qu'il peut se dire « mais alors pourquoi celui-là y échappe-t-il ? Pourquoi celui-là n'a-t-il pas droit à cette liberté ?» Et donc,
il pourra douter de la sienne propre. En doutant que ce soit vraiment inscrit dans la nature de l'homme, il peut douter qu'il en est lui-même, qu'il en fait partie lui-même. Alors, on reconnaît dans tout ça l'influence très forte de la reconnaissance mutuelle des consciences chez Hegel. Dans la phénoménologie d'esprit, Hegel retrace l'apparition de la conscience de soi réflexive et il montre que le moment historique où ça s'est passé, c'est un moment de reconnaissance mutuelle des consciences. En fait, on en était à un stade où un être humain avait déjà conscience de lui, il avait déjà la certitude réflexive d'être un pour soi, de ne pas être un simple en soi. Je pense que vous avez la distinction maintenant entre en soi et pour soi. Donc, une conscience qui avait déjà la certitude pour elle-même d'être un pour soi, mais cette certitude était seulement subjective. C'était seulement son impression, son ressenti personnel. Mais comment faire passer cette certitude à une certitude objective, c'est-à-dire être certain, si on veut, d'une connaissance absolue et pas seulement d'une impression personnelle. Ça devait passer par l'opinion des autres. C'était par l'assentiment des autres, par la reconnaissance des autres, seulement qu'on pouvait atteindre une certitude objective. Et donc Hegel faisait passer cette reconnaissance mutuelle par une lutte à mort. Pourquoi une lutte à mort ? Parce qu'il fallait que la conscience se montre prête à risquer sa vie biologique, donc à perdre sa vie biologique, pour montrer qu'elle était plus que ça. Pour montrer qu'elle est plus qu'un simple animal et qu'elle tient à certaines valeurs plus qu'à la simple vie biologique, il fallait qu'elle accepte de risquer cette vie. Donc il y avait une lutte à mort entre les consciences qui aboutissait d'ailleurs à ce que le premier qui renonce à risquer sa vie se soumet à l'autre et devient son esclave. C'était justement l'origine aussi de l'esclavage. Alors il y a certains points communs très importants, et c'est clair que Bakounine s'inscrit dans cette filiation, dans cet héritage. Le point commun évident, c'est que la reconnaissance doit être mutuelle. C'est que pour avoir une certitude de son propre être, de sa propre nature ontologique, on doit passer par l'intersubjectivité. On doit passer par la certitude que les autres humains ont la même nature ontologique. On veut dire sinon, tout seul, comment est-ce qu'on sait quelle est notre nature spécifique ? Si on est tout seul, on n'a jamais qu'une impression. C'est seulement parce qu'on peut voir qu'elle se trouve dans tous les hommes qu'on peut se dire « Ah ben oui, elle est générique, elle est chez tout le monde, elle est universelle au genre humain. » Alors la grande différence évidemment entre la reconnaissance mutuelle des libertés chez Bakounine et la reconnaissance des consciences chez Hegel, c'est qu'on ne doit plus passer par une lutte à mort. Et pourquoi on ne doit plus passer par une lutte à mort ? Parce que le critère de la reconnaissance n'est plus de renoncer à la part naturelle de nous-mêmes. Il n'y a plus d'opposition chez Bakounine, comme on l'a vu, il insiste tellement sur cette continuité, il n'y a plus d'opposition entre notre part animale, biologique, et puis notre part proprement humaine. L'humanité est juste une manière de réaliser, d'actualiser notre nature animale. Donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas besoin de montrer qu'on y renonce pour être pleinement humain. Donc il n'y a plus besoin de ce critère-là. Mais quel est désormais le critère de reconnaissance ? C'est précisément de ne pas être esclave. Donc c'est beaucoup plus un critère social. Si quelqu'un est traité comme un esclave, je doute qu'il soit ontologiquement un être humain. Et si quelqu'un d'autre me traite comme un esclave, je doute aussi d'être ontologiquement un être humain. Donc voilà comment on commence à rapprocher la liberté ontologique et la liberté politique. Vous voyez l'étroite dépendance entre les deux. Être esclave ou maître, c'est un statut politique ou social au sens large. Mais c'est un critère de reconnaissance aussi de la liberté ontologique. Donc les deux sont déjà liés de cette manière-là. Une fois que Bakounine a établi que la liberté donc inhérente à la nature humaine doit nécessairement se réaliser par la société et à l'intérieur de la société, il peut passer à sa définition et il la définit par 3 éléments. Il dit donc qu'on peut définir la liberté par 3 éléments ou 3 moments au sens hegelien du terme. De ces 3 éléments, le premier est positif. C'est, dit-il, donc la liberté, c'est positivement la pleine réalisation et le plein développement et la pleine jouissance de toutes les facultés propres à la nature humaine.
chez tous. Donc on voit bien la liberté positive comme épanouissement de toutes ces facultés proprement humaines. Et les autres éléments, ce sont des éléments négatifs. C'est, dit-il, la révolte contre toute autorité, donc nous revoilà avec la révolte, c'est à ce stade-ci qu'elle devient intéressante, la révolte contre toute autorité, divine et humaine, collective et individuelle. On a parfois été très embarrassé par le fait que Bakounine, en fait, cite il annonce 3 éléments et puis il en cite seulement 2. Il dit l'un est positif, c'est le plein épanouissement, l'autre est négatif, c'est la révolte. Et puis il n'en dit pas de 3e. Je pense que c'est parce que le 2e est double. C'est parce qu'il y a justement à la fois une révolte contre l'autorité divine, c'est-à-dire un refus de toute la religion, et ce n'est pas rien ça. Et puis une révolte contre toute autorité humaine, donc un refus de tous les statuts sociaux d'oppression, d'exploitation. Ce n'est pas rien la révolte par rapport à la religion, parce qu'il se fait que la religion est la première forme d'imagination créatrice de l'homme. L'homme, quand il a commencé à avoir une faculté d'abstraction plus avancée que celle des autres animaux, la première chose qu'il s'est empressé d'inventer, c'est des dieux. Et donc il fallait qu'il... Alors ça montre bien aussi que son évolution est progressive et qu'il doit chaque fois surmonter des stades qui sont insuffisants. Donc il faut qu'il surmonte ce premier stade religieux. Mais il faut qu'il continue à créer des choses, mais plus dans ce domaine-là. Donc ce n'est pas rien, cette révolte, c'est vraiment un stade essentiel de son émancipation. Et donc et donc par conséquent le 3e élément de libération, c'est bien la révolte contre l'autorité humaine, donc l'oppression qui peut nous venir de tout humain. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir dire que l'homme se libère d'un triple joug. Le premier étant la nature extérieure, le deuxième, sa nature intérieure, donc le fait qu'il doit dépasser ce stade le plus primaire de ses besoins et de ses activités, et le troisième, c'est se libérer de certaines conditions sociales, de certains conditionnements sociaux. Et ça, il va devoir le faire, pas seulement dans le cas d'une société extrêmement oppressive, mais dans le cas de toute société. Et c'est là que c'est intéressant pour avoir enfin, disons, cette dernière étape qui doit nous libérer du déterminisme social. C'est là qu'on voit que la clé de voûte, ou la dernière pierre mise à l'édifice de la construction de la liberté, c'est l'avènement de la liberté proprement individuelle, proprement personnelle, par opposition à cette tendance qu'a toute société d'homogénéiser, d'uniformiser, d'encourager le mimétisme et la simple reproduction des activités sociales. Ça, donc, c'est le 4e texte qui va nous montrer comment se fait cette dernière émancipation. Le plus grand nombre des hommes, pas seulement dans les masses populaires, mais dans les classes privilégiées et éclairées aussi bien, et souvent même plus que dans les masses, ne se sentent tranquilles et en paix avec eux-mêmes que lorsque dans leurs pensées et dans tous les actes de leur vie, ils suivent fidèlement, aveuglément, la tradition et la routine. Nos pères ont pensé et fait ainsi, nous devons penser et faire comme eux. Tout le monde autour de nous pense et agit ainsi, pourquoi penserions-nous et agirions-nous autrement que tout le monde ? Ces mots expriment la philosophie, la conviction et la pratique des 99 centièmes parties de l'humanité, prises indifféremment dans toutes les classes de la société. Donc ce n'est pas seulement une question de manque d'instruction ou de manque d'éducation. Et comme je l'ai déjà observé, c'est là le plus grand empêchement au progrès et à l'émancipation plus rapide de l'espèce humaine. Il insiste sur le fait que quand on doit lutter contre un État, contre l'oppression d'un État, c'est plus facile que contre l'imprégnation sociale dont on est constitué, parce que l'État présente l'avantage d'être clairement désignable. On peut clairement montrer où se situe le pouvoir, dans quelle classe ou dans quel groupe d'individus, et c'est très clairement extérieur à l'ensemble de la population. Par conséquent, c'est assez facile de s'opposer à lui. Alors du moins, de l'identifier comme ennemi. Après, c'est pas toujours facile de le vaincre comme ennemi, mais en tout cas de l'identifier comme ennemi. Mais quand ce dont il faut s'émanciper est intérieur, quand il a été intériorisé par l'éducation et par tout l'environnement, c'est beaucoup plus difficile. Donc la suite du texte le montre. La société enveloppe l'homme dès sa naissance, le transperce, le pénètre et forme la base même de sa propre existence individuelle. De sorte que chacun en est en quelque sorte le complice contre lui-même.
plus ou moins, et le plus souvent sans s'en douter lui-même. Il en résulte que pour se révolter contre cette influence que la société exerce naturellement sur lui, naturellement, hein, c'est tout à fait naturel que les sociétés fassent ça, hein, ça fait partie de ces lois, en quelque sorte naturelles. L'homme doit au moins en partie se révolter contre lui-même. Car avec toutes ses tendances et aspirations matérielles, intellectuelles et morales, il n'est lui-même rien que le produit de la société. De là cette puissance immense exercée par la société sur les hommes. Vous voyez comment on complète le mouvement dialectique par une deuxième étape. C'est aussi de l'intérieur de lui-même que l'individu va trouver les ressources pour s'opposer à lui-même. Donc de nouveau, on a un stade qui va être surmonté tout en étant conservé, parce qu'on ne va pas s'affranchir de toute notre formation, heureusement, hein, parce que heureusement qu'elle est là. Mais de nouveau, on va dépasser, passer au-dessus, passer à une étape supérieure en prenant des distances par rapport à notre éducation. C'est ce qu'on cherchait. Et donc, terminons le texte. Ce dont il faut s'étonner, ce n'est donc pas de l'action toute puissante que ces idées qui expriment la conscience collective de la société exercent sur la masse des hommes, mais bien au contraire qu'il se trouve dans cette masse des individus qui ont la pensée, la volonté et le courage de les combattre. Car la pression de la société sur l'individu est immense, et il n'y a point de caractère assez fort, ni d'intelligence assez puissante, qui puisse se dire à l'abri des atteintes de cette influence aussi despotique qu'irrésistible. Donc grâce à la critique, à la révolte, hein, on voit tout l'élément ici de révolte, grâce à la critique par rapport à ce qui nous a formés nous-mêmes, on peut devenir progressivement l'instructeur, l'éducateur et même le créateur de soi-même. Donc les termes sont très forts, hein, éducateur de soi-même, hein, et finalement son propre créateur, le créateur de sa propre vie. Donc voilà ce qui nous manquait comme condition pour échapper au déterminisme social. Et nous voyons par conséquent que Bakounine conçoit les conditions ontologiques de la liberté comme des facultés émergentes. D'abord, ce que nous appellerions à l'heure actuelle des facultés émergentes, il n'utilise jamais lui l'expression, au sens où dans la nature animale, il y a à un certain moment, c'est formé, donc simplement par l'évolution naturelle, darwinienne, à laquelle il souscrit tout à fait, c'est formé progressivement, est arrivé à un degré suffisant certaines facultés, donc qui sont la pensée, la conscience réflexive et la révolte, et par ces facultés, donc se sont développées aussi, en une deuxième étape, la possibilité pour l'individu de se retourner aussi sur les conditions sociales de sa liberté ontologique. Puisqu'on a vu qu'il est impossible de se sentir humain si on n'est pas entouré d'humains libres, mais en même temps, il est impossible de se sentir un individu libre si on ne nie pas les autres humains d'une certaine façon. Donc vous voyez le double mouvement. En même temps, on a besoin d'eux pour être certain de notre condition ontologique libre, et en même temps, pour l'achever, pour terminer son aboutissement, pour arriver à une liberté aussi personnelle, on a besoin de se situer soi-même par rapport à ce qui nous a formés. Donc c'est en quelque sorte une deuxième faculté émergente, une deuxième émergence. Mais toute cette émergence peut se faire sans supposer aucune transcendance, dans ce mouvement général de tout l'univers. Et du coup, j'attire votre attention sur le rapprochement qu'on peut faire entre Bakounine et les deux auteurs précédents, Sartre et Castoriadis, puisque chez les trois auteurs, on trouve cette même idée que peut émerger chez l'être humain sans supposer aucune transcendance, simplement par la simple évolution naturelle, peut émerger quelque chose de complètement différent, qui effectivement introduit un nouveau type de causalité dans ce qui était juste là, un monisme ontologique et causaliste, peut entraîner une rupture du nécessitarisme avec une ouverture des possibles. Désormais, il y a une ouverture au choix de soi-même et de ses propres activités. Et dans les deux cas, on a vu qu'une condition indispensable était la conscience de soi réflexive. Donc on l'a vu sous forme de conscience pour soi chez Sartre.
on l'a vu sous forme de la possibilité d'avoir un dialogue conscient-inconscient fertile chez Castoriadis, mais cette condition ne serait pas suffisante s'il n'y avait pas en plus une faculté de création. Cette faculté de création, on l'a vu à l'œuvre avec la négativité chez Sartre et surtout avec le projet. Négativité du présent au nom de l'imagination d'un projet différent pour l'avenir. On l'a vu bien sûr chez Castoriadis où elle était centrale avec l'imagination radicale. Et comment est-ce qu'on la trouve chez Bakounine? Mais aussi dans le projet. Ce n'est pas explicite chez lui, il faut aller le chercher. Mais si on réfléchit à ce que représente pour lui son projet politique, et là de nouveau, je rassemble les deux conditions de la liberté, la condition, disons la liberté proprement philosophique et la liberté politique. Quand Bakounine se bat pour un autre type de société, pour une autre organisation, c'est bien clair que cette autre organisation, il ne l'a encore trouvée nulle part. Elle n'a encore été réalisée dans aucune autre société. Donc forcément, il l'imagine en niant tout ce qu'il a connu jusque-là. Il l'imagine grâce à sa révolte contre tout ce qu'il a connu jusque-là, grâce au refus de tout ce qui a été jusque-là le lot des humains. Et donc en allant aussi chercher certaines conditions, enfin certaines circonstances, particularités, développements, traits de civilisation qui l'intéressent. Mais donc cette nouvelle proposition, il l'a imaginée, il l'a créée. C'est vraiment une projection, c'est un projet. Et donc on peut dire que le projet politique est une des conditions nécessaires de la liberté, de la réalisation de la liberté. On a la prise de distance par rapport au réel et on a le projet qui représente ce qu'on veut amener d'autres, ce qu'on veut amener à l'être d'autres à côté de ça. Alors vous allez peut-être me dire, mais ça ne doit pas nécessairement être un projet politique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un projet seulement personnel? Est-ce qu'il est possible de se rendre libre seulement individuellement sans se soucier de la liberté des autres? Chez Bakounine, non. On a bien vu que justement ce projet politique est en concordance totale avec l'idée qu'on ne peut pas se saisir comme homme sans une égalité de reconnaissance entre tous les hommes. Donc tant qu'il y a des hommes opprimés qui sont par conséquent réduits à l'état de moins qu'humain, un homme opprimé n'est pas un vrai homme pour Bakounine. Donc tant qu'il y en a qui sont opprimés et qui n'ont pas accédé à la totalité de l'humain, je peux douter moi-même d'être ontologiquement un homme, enfin avec tout ce que ça implique. Donc on voit comment c'est complètement imbriqué, l'idée qu'il faut changer l'organisation de la société pour que tout le monde accède à ce statut est complètement liée avec l'émancipation personnelle. Il n'y a pas d'émancipation personnelle sans celle des autres. Donc je pense qu'on a trouvé là non seulement la confirmation des conditions qu'on avait déjà trouvées chez les deux auteurs précédents, mais en plus quelque chose, un complément assez unique et pour lequel je pense que Bakounine a tout à fait sa place parmi les philosophes de la liberté, en dépit de ces conditions déterministes de départ. Et voilà comment je termine ce chapitre. Moi, j'ai pas très bien compris l'articulation entre le fait qu'il dit que c'est la société qui est la condition pour que l'humain génère sa liberté, et puis en fait, il y a un retournement en fait. Pour l'émancipation individuelle, tu veux dire, au moment de l'émancipation individuelle. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un mouvement en deux étapes. On a un premier moment qui est l'animalité, et donc on peut dire de l'oppression naturelle à la fois extérieure et intérieure, donc à la fois extérieure par tous les aléas de la survie et intérieure par toutes les tendances purement animales qui sont en nous. Donc de cette soumission à l'animalité naturelle émerge grâce à la société la capacité de dominisation. Mais pas seulement grâce à la société à ce moment-là, c'est aussi grâce à des conditions proprement physiques et biologiques, puisque notre cerveau se modifie, et grâce à cette modification matérielle du cerveau apparaissent des degrés plus importants et même certaines facultés qui étaient inconnues chez les animaux, donc comme la pensée et la révolte. Donc, grâce à ces conditions à la fois physiques et sociales, il y a
un premier dépassement du premier moment, qui est l'historicité. L'être humain, à ce moment-là, commence son histoire, et donc son accumulation, son progrès constant vers de plus en plus de développement de ses facultés qui n'étaient encore qu'à l'état potentiel. L'individu n'est rien sans la société, non seulement au sens où il n'est rien sans cette hominisation qui continue grâce à l'histoire, mais d'une autre manière aussi, il n'est rien sans la société parce que si on le supposait vivre isolément, il ne serait rien d'autre qu'une bête. En fait, Bakounine cite assez souvent l'exemple des anachorètes, les ermites, les saints ermites, les religieux, donc qui exaltés sont allés vivre isolés dans une grotte ou dans le désert, et il dit qu'en fait on peut observer qu'ils sont réduits à l'état de bêtes. Ils ne parlent plus, ils ne pensent plus, ils se nourrissent de racines, enfin ils sont des bêtes, quoi. Donc il est vraiment persuadé qu'un individu isolé n'est qu'une bête, quoi. Bon, c'est ce que disait aussi Aristote, c'est assez bien reconnu, quoi. Tout ce qu'on apprend et qui nous élève au-dessus de la simple vie biologique nous vient de la société, forcément. Et alors enfin, il y a une troisième condition pour laquelle l'individu est totalement dépendant de la société, mais cette fois c'est par cette condition de reconnaissance mutuelle. Mais là, ce n'est plus propre à une société. Je peux rencontrer n'importe quel individu humain. C'est quelque chose là qui est étendu à toute l'espèce. Je rencontre un individu humain, il me reconnaît comme un humain, nous nous reconnaissons comme des êtres libres, mutuellement. Et alors le retournement a lieu parce que jusque-là, chaque individu est simplement formé plus ou moins bien, plus ou moins complètement par son milieu. Et donc il y a des très grandes inégalités de milieu et donc des très grandes inégalités individuelles qui ne sont pas dues à l'individu. Donc l'individu est toujours irresponsable, ce n'est pas lui qui s'est créé tel qu'il est. Jusqu'au moment où il est devenu suffisamment conscient de lui réflexivement pour pouvoir se dire je regarde ce que ma société m'a légué, ce qu'elle me demande de faire, de devenir, d'accomplir, et je peux dire ceci je veux bien, ceci je ne veux pas. Donc il y a un deuxième dépassement, une deuxième étape qui est le fait de surmonter tout ce qu'on a reçu. Donc il était absolument indispensable qu'on le reçoive, et il est tout aussi indispensable qu'on le dépasse. J'ai une phrase qui me gêne, une contradiction que je n'arrive pas à résoudre. C'est dans son dernier paragraphe, lorsqu'il dit qu'il y a toute l'action, toute la puissance qui s'exerce sur la masse des hommes. Et ce qui l'étonne, c'est qu'il y a dans cette masse des individus qui ont la pensée, la volonté, le courage de combattre. Voilà. Et en fait, quelles sont les conditions qui permettraient l'émergence de ces individus? C'est là que... Mais c'est là qu'on voit bien que partant d'un déterminisme très très prononcé, progressivement, il doit bien reconnaître que si on s'en tenait là, il n'y aurait jamais effectivement des hommes qui auraient la volonté et le courage de s'opposer, puisqu'ils seraient entièrement formatés et donc obligés de penser comme on les a formés, et par conséquent, ils ne pourraient jamais avoir une pensée différente de ce qu'ils ont reçu, et ils ne pourraient jamais modifier la société dans laquelle ils sont nés. Or, Bakounine voit bien, ne fût-ce que par son propre exemple, et par celui de énormément d'amis autour de lui, qu'il a pu rompre avec son milieu. Enfin, lui parti d'une aristocratie extrêmement chrétienne. Il est devenu athée, révolutionnaire, anarchiste. Et en Russie, c'est vraiment le siècle des aristocrates qui prennent la cause du peuple à cette époque. Donc il voit bien qu'il y a des ruptures possibles et que ces ruptures ne sont pas directement induites par l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont reçu une éducation qui était destinée à les rendre des grands propriétaires terriens avec des moujiks et pas du tout à faire la révolution. Donc il voit bien que l'individu n'est pas réductible à ça. Seulement, dans un premier temps, il ne veut pas le rendre trop responsable. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas aller dans le sens de ceux qui disent
si le peuple est ignorant, est soumis, est croyant, c'est parce qu'il le veut bien. C'est de sa faute, il est responsable de sa misère, ou il est responsable de sa stagnation, ou il est responsable d'avoir des tas de vices, parce que bon, effectivement, je veux dire, dans les conditions épouvantables dans lesquelles certains vivaient, on ne pouvait pas développer beaucoup de grandes qualités. Donc, il veut surtout ne pas les rendre responsables de ça. Et donc, insister d'abord sur le côté absolument indispensable, le caractère indispensable de bonnes conditions sociales pour pouvoir s'épanouir. Sans des bonnes conditions sociales, on ne trouvera pas cette volonté et ce courage et cette intelligence. On ne les trouvera pas. Et donc, ce n'est pas depuis le lumpenprolétariat que viennent les éléments révolutionnaires. Ça, il le constate aussi. Et l'histoire le constate, en fait. On peut aller voir, effectivement, les premiers révoltés sont des gens qui ont un peu d'instruction, ne fût-ce qu'un peu, un minimum. Ou qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu rompre, d'une manière ou d'une autre, par des circonstances qui, au départ, n'étaient pas de leur volonté, ont pu rompre avec un certain conditionnement. Après, de plus en plus peuvent se joindre à partir du moment où la proposition existe, parce qu'alors ça déclenche justement autre chose. Ça devient un facteur en plus sur lequel on peut se guider, en fait, une direction à laquelle on peut emboîter le pas, quoi. Mais les éléments les plus révolutionnaires ne sont pas ceux qui sont totalement écrasés, abrutis par la misère et l'indigence et la pauvreté mentale. Enfin, c'est impossible. Donc, oui, voilà. Donc, c'est ça qui est remarquable, c'est ce mouvement par lequel, par une société qui a tendance à formater, émergent des conditions telles qu'on peut refuser ce formatage. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir même par rapport à la société actuelle. Je veux dire, il est certain qu'il y a une formation des esprits et des habitudes qui est extraordinairement pesante dans notre société, mais on a parfaitement les possibilités mentales et morales pour nous révolter contre. Tout le monde les a. Je ne vois pas, après autant de développement, comment on pourrait encore en douter. Mais je me demandais justement si, en fait, au terme de ce cycle, vous en doutiez de votre propre liberté. Voilà. Complètement. Ah ben oui, alors il faut voir pourquoi. Alors, j'ai l'impression qu'on passe toujours dans deux registres. Vous voyez, on passait dans le registre de l'ontologie individuelle. Alors moi, effectivement, là, je suis tous les raisonnements. L'être est libre, profondément libre. C'est ça la nature humaine. Il est libre parce qu'il a cette capacité d'être un rapport de soi à soi, de lui-même à lui-même, un rapport critique. Même l'esclave, ontologiquement, il est libre. Il peut avoir un regard critique sur sa propre condition et vouloir être autre chose que ce qu'il est. C'est ça la liberté. Et puis, de ce stade de la liberté ontologique, on passe à la philosophie politique, on passe au social. Mais c'est un autre champ. Le champ de la critique sociale, le champ, par exemple, de la critique des libertés. Il y a du régime politique. Est-ce qu'on est dans tel type de gouvernement, tel type de société? Existe-t-il une liberté d'association? Existe-t-il une liberté d'expression? Le champ de la philosophie politique va s'intéresser à l'analyse du régime, à l'analyse du politique, à l'analyse du droit, à l'analyse de la loi, etc., etc. Or, je ne comprends pas pourquoi on passe de l'ontologie individuelle, on fait un saut, et on parle tout d'un coup de l'ontologie politique. On passe à la philosophie politique et à l'étude d'une société. Moi, ça, il y a quelque chose que là, je n'arrive pas à suivre. Et je pense que la pétition de Bakounine d'une liberté totale, d'une société avec tous les êtres étant libres, se reconnaissant libres, c'est une conviction, c'est un acte de foi. Mais pour moi, ce n'est pas une démonstration de philosophie politique. Oui, vous me mettez au défi de clarifier beaucoup de choses, donc c'est très bien. Alors, de manière très importante, d'abord,
Bakounine ne fait pas de philosophie politique. Il ne fait pas de philosophie politique. Il fait d'une part de la politique et d'autre part de la philosophie. D'une part de la politique quand il est engagé, quand il est dans ses écrits qui servent à son projet de révolution, et d'autre part, il fait purement de la philosophie quand il essaye d'établir une conception du monde, de l'homme. Et alors lui, alors, moi j'ai reconstitué évidemment en allant chercher les passages où il parle principalement de la liberté, mais c'est très loin d'être le cas qu'il ne parle que de ça, hein, ni même de manière principale. Donc c'est plutôt vraiment toute une philosophie à la fois de la connaissance et anthropologique, hein, donc une vision totale du monde et de l'homme. Donc c'est pas une philosophie politique, il ne s'intéresse pas à comparer les régimes, etc. C'est pas du tout ça qu'il fait. Alors, il n'y a pas non plus une ontologie individuelle, puisque l'ontologie est nécessairement propre à l'espèce. Il y a un être de l'homme, de l'humanité, des êtres humains comme espèce. Et donc chaque individu n'en est simplement qu'un représentant de cette espèce, enfin, reçoit simplement cet être commun à l'espèce. Cette condition, c'est bien cette condition ontologique que Bakounine met en évidence dans son mouvement, dans le mouvement dialectique qu'il montre et qui est, encore une fois, une interprétation philosophique du réel tout entier, hein, de tout le réel. C'est tout le mouvement du réel. Il y a donc la démonstration ontologique de la nature libre de l'homme. Elle est indispensable. Il est indispensable d'en passer par une démonstration, parce que sinon, on pourra toujours dire je suis absolument convaincu que la nature de l'homme est libre, mais comment on peut répondre à celui qui dit moi je suis convaincu du contraire? Il faut apporter des preuves, il faut apporter une conviction. On ne peut pas simplement dire je le sens, hein, c'est une certitude subjective. C'est justement le problème de la certitude seulement subjective. Je me sens volontaire, je sens que je choisis mes actes, mais à celui qui viendra me dire c'est une illusion subjective, je ne peux rien répondre. Donc on a un problème, et c'est ça, depuis le début en fait, c'est le problème qu'on essaye d'explorer. C'est à quoi on est confronté. Que répondre à celui qui dit ce que vous ressentez subjectivement est une illusion? Et donc le passage à l'objectif, Bakounine en indique une possibilité, Hegel en avait indiqué une autre. On peut peut-être en imaginer encore d'autres, mais il essaye de le montrer par le fait que si l'autre me reconnaît comme tel, comme un être humain à part entière, y compris avec cette liberté qu'il identifie à ce moment-là d'ailleurs avec la dignité humaine, c'est une question de dignité, alors à ce moment-là, ça me conforte, ça me confirme mon être, en fait. Ce qui devient politique, c'est quand il dit que un homme réduit à l'état d'esclave ne peut plus me donner cette confirmation. C'est-à-dire, le fait qu'il puisse exister des hommes esclaves me fait douter de cette confirmation. Et il n'y a pas une ignorance à ce moment-là du fait que certains esclaves, dans l'Antiquité surtout, hein, ont pu se penser libres. C'est bon dans le stoïcisme par exemple. Il n'y a pas une ignorance de ça, il y a simplement un refus de cette liberté qui pour le coup lui semblerait illusoire. Un homme qui est obligé de se soumettre entièrement aux caprices d'un autre, y compris au droit de vie ou de mort, ne peut pas se dire libre. Sa liberté est juste une évasion. Ce n'est pas une véritable liberté. Il ne peut pas décider de sa vie, il ne peut pas intervenir dans les décisions communes qui concernent justement l'organisation dans laquelle il vit. Donc il n'a aucune prise sur sa propre existence. Comment quelqu'un qui n'a aucune prise sur sa propre existence peut-il se dire libre? Juste parce que en imagination, il peut s'évader? Non, s'il est esclave, il n'est pas libre. Donc il y a une impossibilité pour lui de développer ce qui est pourtant inscrit dans sa nature, mais qui ne s'exprime, ne s'actualise aucunement. Donc c'est très important cette idée, effectivement, qu'un esclave n'est pas un homme épanoui, n'est pas un vrai homme, n'a pas une dignité d'homme. Et donc, en disant ça,
c'est pas encore un engagement politique hein, chez Bakounine. C'est pas encore ça l'engagement politique. Au fond, on pourrait même penser qu'il n'a pas vraiment besoin d'une société très égalitaire. Mis à part cette reconnaissance mutuelle, et donc le fait que les uns n'oppriment pas les autres, ça lui suffit, disons, pour sa démonstration de la liberté. Seulement, après, si on essaye de voir ce qui s'ensuit à chaque fois, les conséquences progressives, à partir du moment où on pose qu'il ne faut pas qu'il y ait d'oppression de certains hommes sur les autres. S'il ne faut pas qu'il y ait d'oppression, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie. S'il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie, il ne faut pas qu'il y ait de classe sociale. S'il ne faut pas qu'il y ait d'État, il ne faut pas qu'il y ait de loi auquel tout le monde n'a pas participé, etc. Donc tout le reste n'est que des conséquences, en quelque sorte, de ce qu'on a posé au départ comme une condition indispensable. Et c'est comme ça que peuvent s'en suivre, et c'est effectivement des exigences politiques. Voilà, j'espère avoir un petit peu clarifié, mais contre celui qui se sent libre pour une autre raison, alors le problème c'est qu'effectivement il peut le justifier en invoquant par exemple une liberté de type kantien, mais comment répondre au doute ? Comment répondre à celui qui lui dit c'est une illusion, cette loi morale n'existe pas, cette loi morale est simplement, je dirais, inculquée par l'éducation. Bien sûr qu'on a tous une conception de ce que c'est la morale et la loi, mais ça nous est venu de notre éducation. Donc, comment y répondre ? Mais est-ce qu'il n'y avait pas une objection avec ce cas d'avance à Sartre, parce qu'il pose la même question du prisonnier à laquelle tu as répondu il y a 2 séances ? Oui, mais Sartre ne dit pas que... Alors, si tu veux, oui. Sartre ne dit pas qu'un esclave est libre du seul fait qu'il peut s'évader. Ou plus exactement, ce ne sera pas le même type de liberté dont il s'agira à ce moment-là. C'est vraiment... on en avait parlé à propos des conditions extrêmes. Quelqu'un qui se trouve dans des conditions extrêmes ne peut avoir qu'une révolte symbolique. Donc c'est l'expression minimale de la liberté, c'est qu'il peut encore exprimer son désaccord, exprimer sa révolte contre ça. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas être satisfait de son statut. Il est sous la plus grande contrainte, mais s'il n'y avait pas cette contrainte, il ne resterait pas dans ce statut. Donc il ne peut pas dire peu importe mon statut d'esclave, de prisonnier ou d'opprimé, ça ne change rien à ma liberté. Il ne dit pas ça. Non. La question c'était qu'il a toujours une liberté qui est celle de choisir la façon dont il réagit à la torture. Oui. À c'est ça. Et de toute façon, il le fera toujours, même si à ce moment-là, il ne peut pas vraiment mobiliser beaucoup de volonté, mais il le fera toujours en fonction de ce qu'il est, donc de ce qu'il s'est choisi d'être. Donc s'il s'est choisi une personnalité plutôt molle, je veux dire dans son projet fondamental de lui-même, une personnalité plutôt molle, il va craquer plus vite que s'il s'est choisi une personnalité forte. Donc de toute façon, il réagira différemment en fonction de ce qui a été son choix libre premier. Et donc par là aussi, il exprimera ce choix libre premier. Mais c'est pas du tout une indifférence du statut social par rapport à la liberté, pas du tout. Quand il réfléchit sur la liberté, il replace dans une évolution avec l'idée d'un progrès. Oui. Ce progrès, il s'enracine quand même dans une conception de l'histoire qui est propre au XIXe siècle et qui dit qu'il y a un progrès. Voilà. Maintenant, certains vont jusqu'à dire qu'en utilisant une autre manière d'expression de Bakounine, la fin de l'histoire, qu'il n'y a plus qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, et comme dit Madame Thatcher, et il n'y a plus d'alternative. Donc, comme je trouve que poser les conditions de la liberté actuellement, même si avec ta démonstration on a cette volonté de l'être, me semble bien complexe, bien difficile. Beaucoup plus difficile peut-être pas beaucoup, mais au moins à concevoir que dans un contexte où on était porté par cette confiance
une histoire qui allait vers le projet. Oui, en fait, il pouvait être porté par le fait qu'il était dans un siècle non seulement qui théorisait, qui théoriquement pensait que l'histoire était en progrès, mais aussi qui était un siècle qui était profondément révolutionnaire, donc où il y avait une très grande partie des populations qui voulaient dépasser le stade où il en était. Et je pense que la grande difficulté actuelle, c'est qu'on ne trouve pas cette volonté largement répandue de dépasser les conditions actuelles. Mais sinon, l'idée libérale de la fin de l'histoire était une énorme escroquerie intellectuelle. Enfin, c'était vraiment une escroquerie de présenter les choses comme ça. Il était évident qu'on pouvait, et d'ailleurs on pouvait rectifier très facilement, en fait dire que ce stade, disons, capitaliste de l'organisation sociale était arrivé par une série d'enchaînements et de circonstances et de décisions humaines, et qu'il pouvait disparaître aussi bien pour une série ou bien de circonstances. Donc ça peut être aussi bien pour ses propres contradictions, mais ça peut être aussi par des circonstances extérieures, par exemple maintenant les circonstances écologiques, mais ça peut être aussi par des décisions, de nouveau. Il y a eu des prises de décision pour le faire advenir, et il y a eu des prises de décision qui peuvent aussi le faire disparaître. Donc c'était vraiment un abus de simplicité d'esprit de nous faire croire ça, quoi. Mais c'est vrai que la difficulté maintenant, c'est qu'on n'a pas un élan, disons, vers autre chose. Il manque un projet fédérateur, il manque une volonté de dépassement. Et tant que ça manque, on ne le fera pas venir. Enfin, je veux dire, si, on peut le faire venir sous forme de proposition, mais évidemment, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On ne peut pas aller plus vite que le désir général. Enfin, c'est pas pour ça que ça ne va pas arriver. On fait souvent remarquer aussi que à la veille de la prise de la Bastille, personne n'imaginait qu'il allait y avoir une révolution. Enfin, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais enfin... En tout cas, les philosophes de la génération juste avant la Révolution n'avaient absolument pas l'idée que la Révolution était proche. Ça c'est sûr. En fait, dans tout ce que tu as traversé comme auteur et comme pensée, à chaque fois, même chez les plus déterministes, ce qui était recherché, c'était quand même cet espace à mettre en exergue d'une certaine liberté, quoi. Donc de déterminisme complet, on n'en a pas vu, quasiment. Même chez les stoïciens, il y avait quand même la recherche de l'aspect moral, de la liberté morale. Mais c'était sous forme paradoxale. Oui. C'était sous forme paradoxale, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à sauver la responsabilité, mais en même temps, on voyait qu'ils n'y arrivaient pas. Oui, on voyait que ça restait une contradiction dans leur système. Oui. C'est vrai que chaque fois, il y avait un autre système où il y avait un déterminisme. Oui, alors chez les matérialistes du 18e, là, il y avait vraiment un déterminisme complet, totalement assumé. D'Holbach, Helvétius, modérément Diderot. C'était complètement assumé, y compris l'absence de responsabilité, mais curieusement, pas l'absence de progrès politique. Voilà, puisque c'est eux qui ont abouti à la Révolution quand même. Ouais, donc, parce qu'ils pensaient que le progrès politique faisait partie de ce mouvement nécessaire, quoi. Qu'il y avait une sorte d'effet cumulatif qui faisait qu'on allait de plus en plus vers... et donc eux sont beaucoup plus, je dirais, dans ce credo que l'histoire avance toute seule, finalement beaucoup plus que beaucoup d'auteurs du 19e, en fait. Eux le sont vraiment, oui. Et qu'en somme, eux sont absolument persuadés que leurs écrits, leurs actes ne sont que le résultat de leur formation et acceptent parfaitement ça. Donc ça, c'était un déterminisme, on peut dire, intégral. Et on regarde ça actuellement quand on dit la théorie de there is no alternative, est-ce que ça peut se présenter comme un déterminisme aussi de dire l'histoire de la fin de l'histoire par exemple, et puis de dire il n'y a pas d'autre solution que le capitalisme, ça peut vouloir s'imposer comme tel. Est-ce que c'est pas une forme de déterminisme aussi, de pensée déterministe, quoi, de l'idéologie déterministe? Déjà, il faudrait que ce soit une pensée.
Oui. Non, tu vois, je le dis exactement, parce qu'au-delà de la boutade, il n'y a même pas eu un gros effort pour développer la cohérence théorique. On sentait vraiment bien que c'était une affirmation qui arrangeait bien ceux qui la proféraient, et c'est à peu près tout. Et c'est vrai qu'il pouvait juste se reposer sur l'observation que le système, bon, disons en gros capitaliste, mais même au-delà de l'économique, justement était en train de phagocyter tous les autres aspects, et que donc il pouvait se reposer sur une certaine observation d'une tendance, oui, à réunir tout et à ne plus trouver aucune opposition nulle part. Ça c'est vrai. Mais quant à dire à partir de là, dire que il en est nécessairement ainsi et il en sera toujours nécessairement ainsi, ils ne sont pas passés au stade théorique qui pouvait le démontrer, quoi, pas du tout. Donc je pense même pas que ça s'inscrive dans un déterminisme théorique, disons, cohérent, construit, comme celui, quand même, de ceux du 18e, où c'était cohérent, même si on en doute, enfin, même si on peut en douter. Il y a une pensée libertarienne quand même. Du côté des libertariens, il y a quand même quelque chose qui est pensé. Oui, mais eux, pour le coup, ils sont plutôt des adeptes de la liberté individuelle. Ils pensent que les individus sont libres et qu'ils ont même beaucoup de responsabilités dans leur réussite, et que c'est pour ça aussi que le système ne leur paraît pas injuste, qu'il y ait des individus qui réussissent économiquement et d'autres pas. Ça leur paraît pas injuste parce qu'ils le font reposer sur des qualités personnelles. Bon, c'est un peu, disons, c'est un peu ce que voulait justement éviter Bakounine, de considérer d'emblée que si on réussit, c'est grâce à son mérite personnel, et pas en fait grâce à toutes les circonstances qui facilitent et qui favorisent cette réussite. Donc, on retient ma liberté étant la tienne. Voilà, et c'est avec ces deux aspects, quoi. Avec d'une part, bon, alors c'est vrai que dans le texte sur la reconnaissance, c'est parce qu'il y a cette reconnaissance mutuelle, mais c'est vrai qu'on peut on peut aussi la comprendre dans un contexte plus proprement social ou politique, c'est-à-dire de se dire l'ouverture des possibles. Si tous les autres qui sont autour de moi ont une conception étriquée de la vie et de l'organisation, ils vont jamais me permettre, moi, de déployer mes ailes, mes facultés, mes projets. On pourra d'autant plus chacun développer ses projets que les autres seront moins enfermés, craintifs ou répressifs. Donc c'est vrai que moins il y a de la répression chez les autres, active et passive, plus moi je pourrais aussi développer toutes mes facultés, toutes mes activités, quoi. C'est tout à fait vrai, même d'un point de vue pratique. Mais là, pour le coup, je vous donne raison, là on est dans une liberté qui n'est plus proprement ontologique, hein, parce que ça pourrait être... Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là, on est dans une liberté qui serait à la limite même compatible avec le déterminisme au sens du 18e. Parce qu'on pourrait dire qu'on est dans une société de fourmis, tout le monde bien dressé dans le même sens, et tout le monde dressé à accepter les projets des autres. Là-dedans, il n'y aurait pas de liberté au sens d'une véritable création de soi. Hein, ce serait juste un arrangement social qui serait, disons, bien équilibré. Mais ça ne serait pas une liberté... C'est compatible avec un manque de liberté ontologique, disons. Il me semble que Camus, dans L'Homme révolté, il finit sur un chapitre où il parle du mythe de Sisyphe, et dans lequel il dit que Sisyphe ayant choisi ayant fait ce choix-là, il monte son rocher éternellement. Il dit que c'est pas pour ça qu'il est un esclave, que quand son rocher reroule et que lui redescend vers son rocher, il a après ce que j'ai compris, il a un espace de liberté, c'est-à-dire qui est son imagination, qui est son temps où il n'a pas à faire sa tâche, et à ce moment-là, il dit qu'il est heureux. Alors je pense que il n'a pas du tout la même conception que Bakounine, qui est vraiment, je pense, sur une conception très
Ça m'embête d'employer ce mot, l'intégriste de la liberté, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, chez Bakounine. Alors, attends, d'abord sur Camus, oui, il faut imaginer Sisyphe heureux. Hein. Il faut l'imaginer. Ça veut dire que c'est pas évident. Et ça s'impose quand même pas. Et puis, le fait est que c'est un traité sur l'absurde. Et que c'est un traité sur le fait qu'on n'a pas choisi de naître, qu'on est jeté dans le monde, on est obligé de vivre une existence qu'on n'a pas spécialement désirée. Et que elle n'a pas de sens, au sens où on est là pour rien. Il n'y a rien qui nous indique qu'un type de vie est meilleur qu'un autre, et donc rien ne nous dit comment vivre. Il n'y a rien qui vient justifier cette vie, elle est juste gratuite, elle est juste pour rien. Et donc, comment est-ce qu'on survit à ça? Quand on comprend ça, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre? Comment est-ce qu'on peut continuer à donner du sens à sa propre vie alors qu'il n'y en a pas? Donc, la construction de ce sens, c'est par là que Sisyphe peut se rendre heureux. C'est parce que c'est lui-même qui construit le sens de son absurdité de vie, hein, de sa vie absurde. Donc voilà, ça reste, je pense, c'est tout à fait compatible avec ce que dit Bakounine. Parce que, bon, alors, c'est une autre époque. Je veux dire, ce thème n'existe pas encore. Il ne pense pas du tout dans cette direction-là, mais je pense qu'il pourrait parfaitement accepter ça, Bakounine. Il pourrait parfaitement dire on est là pour rien, hein, puisqu'il n'y a pas de justification ultime de la présence humaine dans l'univers. Chaque individu a à faire sa propre vie en faisant ses choix, et rien ne s'impose. Il n'y a pas de critère absolu pour dire que c'est bien ou que c'est mal. Bon. Donc je pense qu'il pourrait être d'accord avec le fait qu'on crée son propre sens. Je pense qu'il pourrait être d'accord avec Camus. Alors par ailleurs, est-ce qu'il a une position intégriste de la liberté qui serait tout ou rien? Mais justement, moi, j'ai insisté au début sur le nombre de passages où on a l'impression d'un déterminisme intégral, au contraire, où vraiment il verrouille tout. Où vraiment il dit il n'y a pas de responsabilité de l'individu, il n'est que ce que la société a fait de lui. En plus, les hommes ne sont que nature, hein, ils ne sont que le produit des forces naturelles et rien d'autre, si ce n'est qu'ils les expriment à leur façon. Enfin. Et donc, au contraire, là aussi, on cherche la brèche au début, hein, vraiment on cherche la brèche. Et puis quand on la trouve, il y a des textes qui sont très forts. C'est vrai que les textes là, mais il faut les trouver. Hein. Je peux te dire, c'est pas les plus fréquents. Mais quand on les trouve, ils sont. C'est pas un renversement total au sens où le déterminisme n'est pas aboli. Il y a toujours la nécessité naturelle et on n'en sortira pas. Hein. Je veux dire, on ne sort pas de notre nature. Il y a toujours la nécessité de tout le conditionnement social. C'est impossible d'y échapper. Et d'ailleurs, comme le disait Castoriadis, exactement de la même façon, on ne serait rien sans ça. On ne serait rien sans cette formation, sans cette culture, sans sans tout ce que nous apportent ceux qui sont là avant nous. Donc, forcément, c'est nécessaire et indispensable. Et donc, c'est vraiment à la fin, comme cette sorte de dépassement que l'individu peut dire « là, il y a ma petite partie. Ça, c'est ma petite partie. » Donc, j'ai d'abord un énorme socle universel et naturel, puis un autre socle social, et puis j'ai ma petite partie que je peux mettre au-dessus, je peux dire ça c'est moi. Alors je trouve pas ça intégriste. Alors on peut dire qu'il est évolutionniste. Ah oui, ça c'est sûr. Bien sûr, il est évolutionniste, mais il est aussi révolutionnaire. Le fait qu'il soit tellement révolutionnaire montre aussi évidemment qu'il sait bien que ça va pas se faire tout seul. Ouais. Je voudrais simplement savoir, c'est un peu hors sujet, mais son rapport avec ce qu'on appelle les populistes russes. Le terme de populiste est... Oui, tout à fait. Mais c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure en parlant donc de ces jeunes gens plutôt de l'aristocratie ou qui étaient partis vivre les conditions du peuple, essayer d'instruire le peuple, de le sortir de sa misère et donc populiste au sens de agissant pour le peuple et voulant vivre avec lui. Bakounine est très admiratif de tout ce mouvement. Il s'en sent très proche. Simplement, il pense qu'il faut penser à une meilleure efficacité. Voilà, que c'est pas la manière la plus efficace
de réaliser la libération. Notamment dans ce mouvement, il n'y a pas nécessairement... Enfin, bon, certains ont commis des attentats quand même contre le tsar parce qu'ils avaient conscience que tant qu'il y aurait le régime tsariste, il n'y aurait pas de libération possible. Donc ils avaient quand même une analyse, disons, en termes de renversement de certains, du régime. Mais oui, je pense que la seule raison pour laquelle il ne fait pas partie de ce mouvement-là, mais plutôt de l'Association internationale des travailleurs et donc qui s'inscrit dans une visée révolutionnaire, c'est une question d'efficacité. Il pense que... Il y avait la conscience d'élever un petit peu le niveau intellectuel du peuple dans ce mouvement. Oui, absolument. Il y a les peintres aussi, les peintres ambulants, etc. Tout à fait. Et c'est pour ça, c'est à eux aussi que s'adressait la fin de l'instruction intégrale, quand Bakounine disait « c'est très beau, très louable, très méritoire de vouloir apporter de l'instruction et apporter de l'élévation intellectuelle au peuple, mais le problème c'est que, abruti comme il est par le travail, comment est-ce qu'il peut en bénéficier ? Donc il faut d'abord le délivrer de ça. Enfin d'abord ou en même temps, on va dire, mais il ne faut pas négliger ce facteur. C'est intéressant parce que la Russie, à presque à la même époque, a produit des courants de pensée, qui est le courant de Bakounine, une libération, et a produit aussi le courant de Tolstoï, qui est une autre approche de l'émancipation et de la libération. Sauf que je pense que les deux, ce qui les sépare, c'est que Bakounine, je pense qu'il a une foi quand même dans le développement, un peu comme Marx, c'est-à-dire de l'industrialisation, il me semble, tandis que Tolstoï est plutôt plus proche de la forme primitiviste de la paysanne, tout ça. Pas du tout à long terme la même vision. Oui, c'est ça. Donc Tolstoï, il pense que, enfin, ce qu'il essaye de faire revivre, c'est la communauté primitive, paysanne, donc qui n'est pas viciée par tout le système industriel. Aussi par le salariat, c'est pas seulement l'industrie au sens de ça pollue, c'est pas ça, c'est le salariat, l'oppression, l'exploitation. Donc la communauté paysanne est à l'abri de ça, et en plus les interactions entre eux lui semblent être donc des relations très égalitaires, très participatives. Donc c'est aussi par là qu'il pense lutter contre une oppression sociale ou politique. Et c'est vrai que, alors Bakounine, il serait un petit peu à l'intermédiaire entre ça et Marx, puisque il a beaucoup revalorisé l'apport des paysans à la Révolution par rapport à l'insistance uniquement sur les ouvriers chez les communistes. Donc il pensait qu'il y avait justement des aspects très importants dans la paysannerie qui faisaient qu'on devait les associer aux forces révolutionnaires. Et notamment, il n'est pas très industrialiste en fait. Il parle simplement il parle presque comme quelque chose d'achevé de cette première émancipation par rapport aux forces naturelles. Donc le fait d'utiliser les puissances naturelles par des machines, ça lui paraît une excellente chose parce que si on passe sa vie à travailler, on ne fera rien d'autre et on ne va pas s'élever très haut. Mais nulle part il ne dit il faudrait perfectionner encore, il faudrait... alors, ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je disais au début des sophismes historiques. On aimerait bien savoir pourquoi le principe que les faits économiques et techniques sont les faits de base de toutes les autres activités humaines. On aimerait bien savoir en quel sens il faut le prendre de manière relative. Ça nous aurait bien éclairé de savoir justement pourquoi il ne faut pas le prendre de manière absolue. Mais je pense qu'en même temps, c'est visible. C'est visible dans les facultés qu'il met en avant. En fait, lui, quand il parle de la dignité humaine, de l'émancipation humaine, il parle toujours des puissances intellectuelles, de la science, mais pas de la technoscience, de la science, pas de la science pour une utilisation pratique, enfin technique,
mais toujours de la science pour comprendre mieux. Il a des phrases magnifiques sur le fait que c'est aussi inhérent à l'être humain que dès qu'il y a une limite qui se pose à lui, son plus grand désir, c'est de franchir cette limite. Et c'est valable pour la connaissance aussi. C'est purement pour comprendre et pour connaître toujours plus. Donc c'est vraiment une aspiration purement intellectuelle. Et il lui semble que c'est ça qu'il faut développer chez les humains. C'est ça l'émancipation. C'est pas toujours plus de technique et toujours plus de production, non. On voit nulle part il écrit ça. C'est normal d'ailleurs, ce serait un nouvel esclavage en fait. Enfin, ce serait un nouvel asservissement à une forme de répétition et de nécessitarisme. Non. Il dit tout le temps qu'il faut dépasser les besoins purement animaux. Qu'est-ce que c'est d'autre? Toujours plus de production, c'est des besoins animaux. Non. Donc je ne pense pas qu'il est prisonnier. Je crois que c'est énormément surfait en fait, d'une manière générale, cette critique actuelle contre ceux qui auraient été abusés par le progrès. En fait, si on lit comment ils définissent le progrès, ça n'a rien à voir avec le progrès industriel. C'est pas ça qu'ils visaient. Le progrès de l'histoire, c'était pas le progrès industriel. C'était le progrès justement de facultés telles que la pensée, la connaissance, la révolte. C'était ça, le progrès. Au 19e siècle, on peut dire ça, mais depuis 2 siècles, quand même... Non, le fait qu'on ait dû déchanter, oui, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, Bakounine, quand il étudie les capacités, les potentiels du prolétariat allemand, c'est quand même très intéressant de constater qu'il trouve les Allemands beaucoup trop attachés au progrès matériel. Et il dit, ça c'est dangereux pour toute l'Europe. C'est dangereux pour toute l'Europe parce que ça va leur faire accepter la social-démocratie, ça va leur faire accepter, disons, une absence de changement politique en échange de progrès davantage matériel. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été le piège du confort matériel en échange de la docilité politique. Et il le voyait en 70. Non, ça c'est quand même impressionnant, je trouve. Dans les études et les conceptions qu'il y avait du monde paysan et de ce qui était appelé l'économie paysanne, il y avait des choses que je trouvais assez remarquables. D'abord, c'était la gestion du temps, c'est-à-dire le fait qu'on organisait une économie qui était fondée sur la satisfaction des besoins, mais sans en créer de nouveaux et sans être toujours dans une espèce de consommation qui exigeait plus de travail et qui exigeait plus de temps. Donc on ménageait un temps pour soi, ou un temps pour la communauté, qui était une des conditions du progrès, on va dire, intellectuel. Et ça, je pense qu'à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de penseurs, alors que ce soit Tolstoï, Bakounine, même Marx, Élisée Reclus bien sûr, qui sont allés regarder justement ce type de fonctionnement qui n'était pas, régi par cette production, par ce productivisme, et qui n'était pas soumis non plus à la dictature du temps, de l'horaire, etc., qui est le propre de notre société actuelle. Et c'était aussi des conditions de liberté, sans se faire d'illusions sur la façon dont ça fonctionnait quand même. Alors bonsoir et à la semaine prochaine. Merci.